Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors, nous sommes début 2026 et le tableau est assez paradoxal. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a des marchés boursiers qui flirtent avec des sommets, avec des valorisations qui donnent un peu le vertige. Hmm. Et de l'autre, on a un monde pris dans un tourbillon d'incertitudes géopolitiques, économiques. Oui. Et au milieu, l'intelligence artificielle. Révolution du siècle ou simple bulle sur le point d'éclater. La question est simple en fait. Comment on s'y retrouve? Et surtout, où est-ce qu'on investit? C'est la question. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a plusieurs documents très intéressants. D'abord, une vision macro d'Amundi qui pose un concept assez fort, celui de désordre contrôlé. J'aime bien l'expression. Oui, elle est parlante. Et à côté, on a des analyses plus ciblées, des stratégies d'investissement en Europe, une sélection d'actions très précise, et puis un guide super pratique pour choisir son PEA. L'outil indispensable, oui. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de tout mettre sur la table, de connecter un peu les points pour dessiner une vision claire du paysage de 2026. Comprendre les grandes forces, trouver des opportunités et surtout, savoir comment se positionner. C'est parti. Alors commençons par ce décor, justement, ce concept de désordre contrôlé d'Amundi. L'idée, ce n'est pas que tout va s'effondrer, Non, ce n'est pas un scénario catastrophe. c'est ça. C'est que le monde est devenu instable, parfois même incohérent, mais il continue de fonctionner. C'est un équilibre précaire. Un système qui tient, mais sur un fil. Il fait tenir ce fil. On a plusieurs moteurs. Le premier, et il est colossal, c'est ce fameux super cycle d'investissement dans la tech. Ah oui. On parle de centaines de milliards de dollars injectés par les Meta, Microsoft, Amazon dans les data centers. C'est une vague immense qui tire toute l'économie. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est plus seulement une promesse, c'est devenu un moteur tangible, bien réel. Ça prolonge le cycle de croissance alors qu'on nous annonce une récession depuis des années. Et elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, et ça c'est l'une des explications. C'est une demande de fonds qui est là pour durer. Et ça se connecte au deuxième moteur, non? Les politiques industrielles. On a l'impression que les États ont pris le relais. Absolument. Que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, les États interviennent massivement. Avec des subventions, des crédits d'impôt. Voilà. Des milliards sont déversés. Et cette demande publique, elle agit comme un stabilisateur, un plancher qui soutient l'économie, même quand la demande privée est plus frileuse. D'accord. Et le troisième pilier, ce serait les banques centrales. Oui, elles apportent un peu d'air, disons. L'inflation a quand même suffisamment reculé pour qu'elle puisse assouplir un peu la pression sur les taux. On ne retourne pas à l'argent gratuit. Ah non, ça c'est terminé. Mais on quitte la zone rouge. L'environnement devient plus respirable pour les marchés. Bon, le tableau des forces positives est posé, mais dans désordre contrôlé, il y a désordre. Alors, les risques. Le premier qui saute aux yeux, ce sont les valorisations, non? Surtout aux États-Unis. C'est exactement ça. Cette concentration sur les Mac 7. Les Microsoft, Apple, Nvidia, c'est un signal de prudence évident. Mais il y a un autre risque, peut-être plus sournois, la dette américaine. Le déficit devrait encore grimper de 3 400 milliards de dollars. Ça pose la question de ce qu'on appelle la domination fiscale. La domination fiscale, ça veut dire quoi concrètement? Que la Fed, la Banque centrale américaine, pourrait être forcée d'imprimer de l'argent pour financer l'État. C'est ça le risque sous-jacent. Qu'elle perde son indépendance pour répondre aux besoins de financement du gouvernement, quitte à laisser filer l'inflation. Ce n'est pas le scénario central pour 2026, mais c'est une épée de Damoclès. Et ça nous amène au troisième risque, l'inflation elle-même. Elle semble avoir changé de nature. Précisément, l'analyse insiste sur son caractère structurel. On est face à des hausses de coûts qui s'installent dans la durée. La relocalisation, la transition énergétique. L'idée d'un retour durable à 2% d'inflation semble de plus en plus illusoire. Alors, avec tout ça, quels sont les scénarios possibles pour 2026? À Mondi, on propose 3. Le scénario central, à 60% de probabilité, c'est que ce désordre contrôlé continue. Croissance faible mais positive, tirée par le duo IA et politiques industrielles, avec une inflation qui reste au-dessus de la cible, mais sans déraper. Un scénario de maintien, en somme? C'est ça. Pas d'euphorie, pas de catastrophe. Et les autres scénarios? Alors on a le scénario optimiste, à 10%. Là, il faudrait un alignement des planètes, apaisement géopolitique et surtout un gros gain de productivité grâce à l'IA. Et puis le pessimiste, à 30%. Et qu'est-ce qu'il déclencherait? Un choc politique, financier, ou une inflation qui repart vraiment à la hausse.
Et là, évidemment, les actions souffriraient le plus. D'accord, je vois. Le tableau est posé. Maintenant, la question qui nous intéresse tous, comment on investit là-dedans? La recommandation qui ressort partout, c'est la diversification. Ça peut sembler un cliché, mais là, c'est une question de survie. Il faut arrêter de tout miser sur la tech américaine, il faut regarder ailleurs. Justement, l'un des documents insiste beaucoup sur un retour en grâce possible de l'Europe. On y parle d'électrification, de défense ou de small caps, Les petites entreprises, oui, qui ont des valorisations bien plus raisonnables. c'est très logique. Dans ce contexte, chercher de la valeur là où elle a été délaissée, c'est prudent. Une des sources va même plus loin et propose une idée très ciblée, s'intéresser aux moyennes capitalisations allemandes via l'indice MDAX. Ah, c'est intéressant ça. L'Allemagne, qu'on décrit souvent comme l'homme malade de l'Europe. Oui, mais la thèse, c'est que ces entreprises industrielles, très exportatrices, ont beaucoup souffert de la hausse des taux et de l'énergie. Elles seraient donc les premières à profiter d'un retournement? Potentiellement, oui. Et ce qui est frappant, c'est que le rallye de fin d'année a eu lieu sur ces indices secondaires, pas sur le CAC 40 ou le DAX. L'argent semble y revenir. Et on peut s'y exposer facilement? Oui, via des ETF, ces fonds qui répliquent un indice et qui sont éligibles au PEA. L'analyse mentionne ce D-Shares ou d'Amundi. D'accord. Ça, c'est pour une approche large. Mais si on veut choisir des entreprises individuellement? C'est là qu'une autre analyse est passionnante. Elle propose une grille de lecture avec 5 critères. Croissance, profitabilité, dividende. Et elle identifie plusieurs noms. Et c'est là qu'on voit les grandes tendances se matérialiser. Donnez-nous des exemples. D'un côté, on a l'évidence. ASML, le fabricant néerlandais des machines qui gravent les puces. La pelle et la pioche de la ruée vers l'or de l'IA. C'est exactement ça. Si on croit au supercycle, c'est un investissement direct dans son infrastructure. Les chiffres sont éloquents. Une croissance folle, des marges impressionnantes. Et un angle un peu plus subtil? Une entreprise comme Schneider Electric. Pendant que tout le monde regarde les puces, Schneider s'occupe de toute l'infrastructure électrique qui doit supporter cette révolution. La gestion de l'énergie dans les data centers, l'automatisation. Et voilà. C'est un angle mort potentiellement très rentable. Et quand on regarde ces chiffres, on voit une amélioration constante de sa rentabilité, de son ROCE. ROCE, juste un petit rappel. Oui, bien sûr. Le ROCE, c'est le Return on Capital Employed. En gros, ça mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise son capital pour générer des profits. C'est un peu le rendement de son moteur. Et chez Schneider, il s'améliore? Année après année. C'est un signe de très grande qualité. Très clair. On a donc la tech, l'infrastructure. D'autres secteurs se distinguent? Oui, un secteur qui semble vivre un peu dans son propre monde, le luxe, avec des noms comme LVMH ou Ferrari. La résilience. Exactement. Même si l'année a été plus compliquée pour LVMH, les fondamentaux sur le long terme sont incroyables. Et Ferrari, c'est un cas d'école. Sa marge nette a presque doublé en 10 ans. Une capacité à fixer les prix presque sans limite. Voilà. Mais ce qui est bien dans cette analyse, c'est qu'elle ne donne pas juste une liste. Elle insiste sur l'importance de comprendre les indicateurs. De se poser les bonnes questions. Exactement. Par exemple, est-ce que l'entreprise se met en danger pour payer son dividende? On regarde le payout ratio. Et surtout, le prix qu'on paie. Pour ASML, par exemple, le ratio court-bénéfice est de 38. Ce qui est bien au-dessus de sa moyenne historique. Bien au-dessus, oui. Sa moyenne est à 28. Donc, c'est un avertissement. On achète une entreprise exceptionnelle, mais on la paie cher. Ce n'est jamais un achat les yeux fermés. Jamais. Parfait. On a le contexte, on a des idées. Reste la question très pratique. On met ça où? En France, l'outil roi, c'est le PEA. Mais tous les PEA ne se valent pas et on a un comparatif détaillé sur le sujet. Et le premier conseil qui ressort, le plus important, c'est que le choix du courtier est quasi définitif. Ah oui. Oui, légalement, on peut transférer un PEA. Mais en pratique, c'est un parcours du combattant. Ça peut prendre des mois. Et pendant ce temps, le compte est totalement gelé. Impossible d'acheter ou de vendre, hein. Rien. On est quasiment prisonnier de son premier choix. Donc, il faut bien le faire. D'accord, c'est un point crucial. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder en priorité? Les frais, j'imagine. C'est le nerf de la guerre, les frais de courtage. La loi les a plafonnés, mais les différences restent énormes. Il y a des offres qui sortent du lot, comme XTB, avec 0 € de frais sous 100 000 € par mois. Ou Fortunéo, qui offre le premier ordre de moins de 500 € chaque mois. Exactement. Pour quelqu'un qui investit de petites sommes régulièrement, ça change tout. Mais il n'y a pas que les frais, il y a des pièges, non? Oui, c'est le deuxième critère, FI, les conditions d'accès. Le plus bloquant, c'est le montant minimum par ordre. Comme chez Boursorama, avec 100 € minimum. Voilà, si on veut investir 50 € par mois, c'est impossible. C'est une contrainte majeure à vérifier.
Et puis, il y a l'expérience globale, l'interface, la transparence, pouvoir voir la liste des titres disponibles avant d'ouvrir le compte. C'est la base quand même. On pourrait le croire, mais non. Bon, au final, quel est le verdict? Qui sont les meilleurs élèves? Il n'y a pas un seul meilleur PEA. Le comparatif donne 5 étoiles à un trio, selon le profil. Pour ceux qui veulent un écosystème bancaire complet, un bon service client, Boursorama est présenté comme un excellent choix. Mais avec cette contrainte des 100 euros par ordre. C'est ça. C'est un filtre. Pour ceux qui cherchent l'exact opposé, le minimum de frais, C'est XTB. c'est XTB, frais abattables, interface moderne. Le seul bémol, c'est que leur offre PEA est récente, elle date de 2025. Donc moins de recul. Et le juste milieu, le meilleur compromis. Selon l'analyse, ce serait Fortuneo. Des frais très compétitifs, une offre bancaire solide, beaucoup de transparence. Son principal point faible, ce serait son interface, jugée un peu vieillotte. D'accord, très clair. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Si on devait résumer, d'abord ce contexte de désordre contrôlé en 2026, un mélange de moteurs puissants, comme la tech, et de risques bien réels. Les valorisations, l'inflation qui s'incruste. Ensuite, des opportunités existent, mais il faut regarder au-delà des sentiers battus, sortir de la tech américaine, explorer l'Europe et se concentrer sur des entreprises de grande qualité. Qui surfent sur les tendances de fond. IA, transition énergétique, le luxe. Et enfin, le choix du PEA est une décision quasi définitive. C'est un choix stratégique où les frais et les conditions d'utilisation sont aussi importants que le choix des actions. Exactement. Et pour finir, si on prend un peu de recul, il y a une tension intéressante qui apparaît. D'un côté, on a ce monde plein d'incertitudes structurelles, Le désordre contrôlé, et de l'autre, la stratégie qu'on recommande traditionnellement pour un PEA, l'investissement passif, le fameux acheter et conserver sur le très long terme. Une source évoque même l'alternative du compte-titre plus souple pour la succession. Et ça soulève une question essentielle pour les années à venir. Dans ce monde où l'incertitude devient la norme, est-ce que la patience stoïque de l'investisseur passif est toujours la meilleure approche? Ou est-ce que ce désordre contrôlé n'exige pas, au contraire, plus d'agilité, quitte à repenser les outils fiscaux qu'on a toujours privilégiés?